Menos mal que eres actor. Te conoce todo el mundo. Sí, por supuesto. No, no se lo voy a dejar a nadie. Tú sabes que solo... Si se pudiera cambiar. Estás loca. Y ni hablar de la propina, se ponen demasiado tacaños. Buenos días, pero Ya sabes todo. Le tengo que dar. Le poids le plus lourd dans toute tragédie familiale n'est jamais l'explosion soudaine de la trahison. C'est ce silence étouffant et insupportable qui s'installe dans les pièces immédiatement après. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous avez aimé et défendu toute votre vie à travers une table à manger pour ressentir soudainement une réalisation froide et rampante que le reflet qui vous fixe porte le visage d'un parfait inconnu? Alors que nous entrons dans les ombres de l'épisode 5, l'onde de choc brute et chaotique de la descente de police qui a brisé le restaurant s'est dissipée, laissant derrière elle une atmosphère stagnante et empoisonnée qui menace d'étouffer chaque membre de cette famille. Le soleil du matin sur la Havane semble différent maintenant. Il n'apporte pas de chaleur, mais plutôt un éclat dur et impitoyable qui expose les fissures microscopiques dans des relations qui semblaient autrefois incassables. Nous ne commençons pas par un dialogue, mais par la réalité sensorielle de l'isolement d'Adrian. Il est assis dans la loge stérile et éclairé par des néons de son studio de télévision, fixant un script pour son émission qui semble soudain être une parodie grotesque de son existence réelle. À l'écran, il est payé pour incarner un homme d'une intégrité inébranlable et d'une résolution héroïque. Un acteur dont les triomphes fictifs contrastent amèrement avec les luttes financières et l'impuissance morale auxquelles il est confronté dès que les caméras s'arrêtent de tourner. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il tente de lisser les pages de son script, mais son esprit est à des kilomètres, piégé derrière les murs humides et écaillés du centre de détention municipal où Jonathan a passé sa première nuit angoissante derrière les barreaux. Vous vous souvenez peut-être de cet instant fugace, presque insignifiant, dans le 2e épisode, cet après-midi étouffant dans la cour à moitié rénovée du restaurant, quand Jonathan a fièrement claqué ce dossier bleu de permis municipaux sur la table. Vous souvenez-vous du regard exact dans les yeux d'Adrian ? Il y avait une microseconde d'hésitation, une ombre sombre d'instinct qui murmurait que quelque chose était trop facile, trop poli et trop rapide concernant la générosité soudaine de Michael. Mais Adrian avait souri, fait teinter son verre de rhum contre celui de Jonathan et ravalé son intuition pour protéger la fierté de son ami et alimenter leur rêve commun de bâtir un sanctuaire culturel. Maintenant, alors qu'Adrian quitte le studio et fait le voyage désespéré et étouffant à travers la ville vers le commissariat, ce silence ravalé le dévore vivant de l'intérieur. Il arrive aux portes de la prison portant des documents juridiques et chaque peso qu'il a pu rassembler de ses comptes bancaires déjà épuisés pour être accueilli par un coup qui frappe plus fort que n'importe quelle attaque physique. Jonathan a formellement refusé sa visite. Le garde, parlant avec l'indifférence mécanique d'un homme qui voit des fraternités brisées tous les jours, fait glisser la carte d'identité d'Adrian sur le comptoir en verre rayé et se détourne. Le poison du soupçon a déjà traversé les murs de la prison. Derrière les barreaux de fer, Jonathan est assis dans le noir. Son esprit rejoint fiévreusement chaque décision financière, chaque mot de passe partagé et chaque conversation privée, devenant lentement convaincu que le tuyau anonyme aux autorités n'aurait pu venir que de quelqu'un qui connaissait l'architecture intime de leur entreprise. Et en dehors de ces murs, des influences invisibles et calculatrices travaillent déjà sans relâche pour s'assurer que chaque miette de toute conduit le regard de Jonathan directement vers Adrian. Alors qu'Adrian reste paralysé sous la pluie devant le centre de détention, une transaction émotionnelle bien plus insidieuse a lieu dans les coins calmes de la ville. Nous portons notre attention sur Dorian, un jeune homme dont toute l'identité a été déformée par des années à vivre dans la pénombre de la célébrité télévisée de son frère. Désespéré de prouver sa propre valeur et consumé par une jalousie bouillonnante et indicible, Dorian ne voit pas l'effondrement de la vie de Jonathan comme une tragédie à pleurer. Inconsciemment, il le voit comme une opportunité, un déplacement de plaque tectonique qui déstabilise enfin le piédestal doré sur lequel Adrian a toujours été. Dans un café faiblement éclairé loin du quartier familial, Dorian est assis en face de Itana, l'ex-petite amie de Jonathan. Le paysage émotionnel entre ces deux-là est extraordinairement fragile et dangereux. Itana est sous le choc de l'arrestation de Jonathan, son chagrin et sa confusion la rendant profondément vulnérable à quiconque propose un narratif qui donne un sens au chaos. Dorian se penche sur la table, sa voix abaissée sur un ton de préoccupation intime et protective qui masque brillamment l'ambition et l'envie qui motive ses actions. Il n'accuse pas ouvertement son frère, cela serait trop maladroit, trop évident pour une manipulation si sophistiquée. Au lieu de cela, Dorian propose des soupirs calculés, des pauses hésitantes et des demi-vérités soigneusement construites sur la rapidité avec laquelle les conseillers juridiques d'Adrian avaient agi pour protéger le revenu télévisé et les faiseurs citadins. Dorian exploite les blessures émotionnelles persistantes d'Itana, se tissant dans sa confiance sous insolitalement les fractures au sein de sa propre famille. À chaque contact réconfortant de la main d'Itana, Dorian reçoit une poussée enivrante de validation, ignorant avec bonheur le coup moral profond de sa séduction. Pendant ce temps, le sanctuaire domestique de la maison familiale se désintègre sous son propre poids silencieux. Nous observons Marco Celis se déplacer dans la cuisine comme deux fantômes condamnés à hanter le même espace physique sans jamais vraiment se toucher. La déconnexion émotionnelle qui a systématiquement remplacé l'amour dans leur mariage n'est plus seulement un chagrin privé, elle est devenue une pression atmosphérique oppressante qui remplit chaque pièce de la maison. Lorsque Marco tente de parler de désastre qui s'est abattu sur Adrian et Jonathan, Lys répond avec une presta glacée et détachée qui coupe plus profondément que n'importe quel insulte crié ne pourrait même accomplir. Cette profonde paralysie conjugale laisse leur fille, Soulienne, naviguer dans une maison déformée de sécurité émotionnelle de conseil. Soulienne mène sa propre bataille désespérée, le temps pour forger sa propre identité artistique et échapper au poids étouffant des attentes familiales qui exigent qu'elle se conforme à une voie plus traditionnelle et sécurisée. Cherchant refuge contre le ressenti lourd et inaveuglé qui passe entre ses parents, Soulienne se retire dans le bureau familial pour dessiner et travailler sur son portfolio. Mais alors qu'elle fout dans un tiroir de vieux papier à la recherche d'une règle propre, ses doigts s'effleurent un document connu inconnu cache un spal de feuilles et foncèrent.
C'est un copie carbone d'un formulaire de déclaration d'Antoine, le type même de document utilisé dans le plan d'importation illégale qui a détruit le restaurant de Jonathan. Et alors que Souliam déplie le papier, son souffle se coupe dans sa gorge. L'écriture sur la marge n'appartient pas à Adrian, et elle n'appartient pas non plus à Jonathan. C'est un artefact de trahison indéniable du Cyril caché en plein corps de Sinclair, et les initiales crivonnées au dos du papier menacent de briser les toutes dernières traces de son innocence. Partie 2. L'architecte des ombres et la fracture du sang. La transition de l'après-midi au soir n'apporte aucun soulagement à la chaleur étouffante cubaine. Au lieu de cela, l'humidité s'épaisse, transformant la vie dans un claustrophobe où les stress supprimés n'en se veut plus rendormi. La véritable brillance de ce drame réside dans son refus de s'appuyer sur des caricatures. Au lieu de cela, nous observons des êtres humains ordinaires et profondément imparfaits prenant des décisions catastrophiques motivées par la fierté, la peur et le besoin désespéré de préservation de soi. Alors que le crépuscule tombe sur le Malécon, Adrian revient fin à l'appartement familial, son épuisement physique reflétant en profonde erreur psychologique. Il a désespéré de voir que sa famille agisse comme une forteresse morale contre le cauchemar qui englobe sa vie, mais il traverse le seuil vers un champ de bataille domestique où le sol a déjà été fondamentalement miné par la manipulation. Le premier coup ne vient pas d'un ennemi, mais de la fondation morale même de la famille, les grands-parents. Alors qu'Adriano durant le salon faiblement éclairé, il trouve son grand-père, dont la santé physique déclinante et l'état cognitif fragile le rendu de plus en plus dépendant de la stabilité de ses descendants, assis bien droit dans son fauteuil préféré avec une posture inhabituellement rigide. Sur la petite table en bois à côté du vieil homme repose une boîte de cigares coûteux importée puis une carte de visite embossée avec écriture dorée nette. Le cœur d'Adrien tombe dans son estomac alors qu'il dit le nom, Miguel. Alors qu'Adrian passait sa journée à méditer des droits de visite à la prison et à endurer l'humiliation du refus de son ami, Miguel, le véritable architecte du plan d'importation criminelle et l'homme qui a falsifié les documents juridiques qui ont piégé Jonathan étant propriétaire unique de la contrebande, avec un chaud synthé envoyé un essence stéréo dans ce dessous-tué. Le garde, parlant avec l'indifférence mécanique d'un homme qui voit des fraternités brisées tous les jours, fait glisser la carte d'identité d'Adrian sur le comptoir enverraillé et se détourne. Le poison du soupçon a déjà traversé les murs de la prison. Derrière les barreaux de fer, Jonathan est assis dans le noir. Son esprit rejoint fiévreusement chaque décision financière, chaque mot de passe partagé et chaque conversation privée, devenant lentement convaincu que le tuyau anonyme aux autorités n'aurait pu venir que de quelqu'un qui connaissait l'architecture intime de leur entreprise. Et en dehors de ces murs, des influences invisibles et calculatrices travaillent déjà sans relâche pour s'assurer que chaque miette de toute conduit le regard de Jonathan directement vers Adrian. Alors qu'Adrian reste paralysé sous la pluie devant le centre de détention, une transaction émotionnelle bien plus insidieuse a lieu au risque calme de la ville. Nous portons notre attention sur Dorian, un jeune homme dont toute identité a été déformée par des années à vivre dans la pénombre de la célébrité télévisée de son frère. Désespéré de prouver sa propre valeur et consumé par une jalousie bouillonnette indicible, Dorian ne voit pas les fondements de la vie de Jonathan comme une tragédie à pleurer. Inconsciemment, il le voit comme une opportunité, un déplacement de plaque tectonique qui déstabilise enfin le piédestal doré sur lequel Adrian a toujours été. Dans un café faiblement éclairé loin du quartier familial, Dorian est assis en face de Itana, l'ex-petite amie de Jonathan. Le paysage émotionnel entre ces deux-là est extraordinairement fragile et dangereux. Itana est sous le choc de l'arrestation de Jonathan, son chagrin et sa confusion la rendant profondément vulnérable à quiconque propose un artif qui donne un sens au chaos. Dorian se penche sur la table, sa voix abaissée sur un ton de préoccupation intime et protective qui masque brillamment l'ambition et l'envie qui motive ses actions. Il n'accuse pas ouvertement son frère, cela serait trop maladroit, trop évident pour une manipulation aussi sophistiquée. Au lieu de cela, Dorian propose des soupirs calculés, des pauses hésitantes et des demi-vérités soigneusement construites sur la rapidité avec les conseillers juridiques d'Adrian avaient agi pour protéger ses revenus télévisés, quelque chose sa mort arriverait à la police. Il exploite les blessures émotionnelles persistantes d'Itana, se tissant dans sa confiance souvent simultanément les fractures au sein de sa propre famille. À chaque contact réconfortant de la main d'Itana, Dorian reçoit une cuisine uniforme de validation, ignorant avec bonheur le coup moral profond de sa séduction. Pendant ce temps, le sanctuaire domestique de la maison familiale se désintègre sous son propre poids silencieux. Nous observons Marcos Ellis se déplace dans la cuisine comme deux fantômes condamnés à hanter le même espace physique sans jamais vraiment se toucher. La déconnexion émotionnelle qui a systématiquement remplacé la mort dans leur mariage n'est plus seulement un chagrin privé, elle est devenue une pression atmosphérique oppressante qui remplit chaque pièce de la maison. Lorsque Marcos tente de parler de désastre qui s'est abattu sur Adrian et Jonathan, Liz répond avec une presta glacée et détachée qui coupe plus grossement que n'importe quel insulte crié ne pourrait juste pas l'accomplir. Cette profonde paralysie conjugale laisse leur fille, Souliane, naviguer dans une maison déformée de sécurité émotionnelle ou de conseil. Souliane mène sa propre bataille désespérée, le temps pour forger sa propre identité artistique et échapper au poids étouffant des attentes familiales qui acquiescent qu'elle se conforme à une voie plus traditionnelle et sécurisée. Cherchant refuge contre le ressenti lourd et inaveuglé qui passe entre ses parents, Souliane se retire dans le bureau familial pour dessiner et travailler sur son portfolio. Mais alors qu'elle fouille dans un tiroir de vieux papier à la recherche d'une règle propre, ses doigts s'effleurent de rien de qu'une ordure ses monstrueux feuillets longtemps. C'est un copie carbone d'un formulaire de déclaration d'Antoine, le type même de document utilisé dans le plan d'importation illégale qui a détruit le restaurant de Jonathan. Et alors que Souliane déplie le papier, son souffle se coupe dans sa gorge. L'écriture sur la marge n'appartient pas à Adrian, et elle n'appartient pas non plus à Zohakan. C'est un artefact de trahison et d'un biais viscéral caché en plein corps de leur Sinclair, et les initiales griffonnées autour du papier menacent de briser les toutes dernières traces de son innocence. Partie 2. L'artefact des ombres et la fracture du sang. La transition de l'après-midi au soir n'apporte aucun soulagement à la chaleur étouffante cubaine. Au lieu de cela, l'humidité s'épaisse, transformant la vie dans un claustrophobe où les sucres supprimés ne n'ont plus de secret endormi de roc. La véritable brillance de ce drame réside dans son refus de s'appuyer sur des caricatures. Au lieu de cela, nous observons des êtres humains ordinaires et profondément imparfaits prenant des décisions catastrophiques motivées par la serpie, la peur et le besoin désespéré de préservation de soi. Alors que le crépuscule tombe sur le Malécon, Adrian revient faire à l'appartement familial, son épuisement physique reflétant une profonde erreur psychologique. Il a désespéré de voir que sa famille agisse comme une forteresse morale contre le cauchemar qui englobe sa vie, mais il traverse des seuils vers un champ de bataille domestique où le seuil a déjà été fondamentalement miné par la manipulation. Le premier coup ne vient pas d'un ennemi, mais de la fondation morale même de la famille, les grands-parents. Alors qu'Adrian entre dans faiblement éclairé, il trouve son grand-père, dont la santé physique déclinante et l'état cognitif fragile lui ont rendu de plus en plus dépendant de la stabilité de ses descendants, assis bien droit dans son fauteuil préféré avec une posture inhabituellement rigide. Sur la petite table en bois à côté du vieil homme repose une boîte de cigares coûteux importée et une carte de visite embossée avec écriture dorée nette. Le cœur d'Adrian tombe dans son estomac alors qu'il dit le nom, Miguel. Alors qu'Adrian passait sa journée à méditer des droits de visite à la pression et endurer l'humiliation du refus de son ami, Miguel, le véritable architecte du plan d'importation criminelle et l'homme qui a falsifié les documents juridiques qui ont piégé Jonathan étant propriétaire unique de la contrebande, un chaud synthé enfer d'essence stéréo sur un chaud syntier. Liepard, parlant avec l'indifférence mécanique d'un homme qui voit des fraternités brisées tous les jours, fait glisser la carte d'identité d'Adrian sur le comptoir enverraillé et se détourne. Le poison du soupçon a déjà traversé les murs de la prison. Derrière les barreaux de fer, Jonathan est assis dans le noir. Son esprit rejoint fiévreusement chaque décision financière, chaque mot de passe partagé et chaque conversation privée, devenant lentement convaincu que le tuyau anonyme aux autorités n'aurait pu venir que de quelqu'un qui connaissait l'architecture intime de leur entreprise. Et en dehors de ces murs, des influences invisibles et calculatrices travaillent déjà sans relâche pour s'assurer que chaque miette de toute conduit le regard de Jonathan directement vers Adrian. Alors qu'Adrian reste paralysé sous la pluie devant le centre de détention, une transaction émotionnelle bien plus insidieuse a lieu dans les coins calmes de la ville. Nous portons notre attention sur Dorian, un jeune homme dont toute l'identité a fait déformer par des années à vivre dans la pénombre de la célébrité télévisée de son frère.
Désespéré de prouver sa propre valeur et consumé par une jalousie bouillonnante et indicible, Dorian ne voit pas l'effondrement de la vie de Jonathan comme une tragédie à pleurer. Inconsciemment, il le voit comme une opportunité, un déplacement de plaque tectonique qui déstabilise enfin le piédestal doré sur lequel Adrian a toujours été. Dans un café faiblement éclairé loin du quartier familial, Dorian est assis en face de Itana, l'ex-petite amie de Jonathan. Le paysage émotionnel entre ces deux-là est extraordinairement fragile et dangereux. Itana est sous le choc de l'arrestation de Jonathan, son chagrin et sa confusion la rendant profondément vulnérable à quiconque propose un narratif qui donne un sens au chaos. Dorian s'y penche sur la table, sa voix abaissée sur un ton de préoccupation intime et protective qui masque brillamment l'ambition et l'envie qui motive ses actions. Il n'accuse pas ouvertement son frère, cela serait trop maladroit, trop évident pour une manipulation aussi sophistiquée. Au lieu de cela, Dorian propose des soupirs calculés, des causes hésitantes et des demi-vérités soigneusement construites sur la rapidité avec les conseillers juridiques d'Adrian avaient agi pour protéger ses reniers télévisés, quelques jours seulement après l'arrivée de la police. Il exploite les blessures émotionnelles persistantes d'Itana, se tissant dans sa confiance touffant simultanément les fractures au sein de sa propre famille. À chaque contact réconfortant de la main d'Itana, Dorian reçoit une poussée uniforme de validation, ignorant avec bonheur le coup moral profond de sa séduction. Pendant ce temps, le sanctuaire domestique de la maison familiale se désintègre sous son propre poids silencieux. Nous observons Marcos et Liz se déplacent dans la cuisine comme deux fantômes condamnés à hanter le même espace physique sans jamais vraiment se toucher. La déconnexion émotionnelle qui a systématiquement remplacé l'amour dans leur mariage n'est plus seulement un chagrin privé, elle est devenue une pression atmosphérique oppressante qui remplit chaque pièce de la maison. Lorsque Marcos tente de parler de désastre qui s'est abattu sur Adrien et Jonathan, Liz répond avec une prise glacée et détachée qui coupe plus profondément que n'importe quelle insulte criée ne pourrait juste faire l'accomplir. Cette profonde paralysie conjugale laisse leur fille, Souliane, naviguer dans une maison déformée de sécurité émotionnelle ou de conseil. Souliane mène sa propre bataille désespérée, luttant pour forger sa propre identité artistique et échapper au poids étouffant des attentes familiales qui exigent qu'elle se conforme à une voie plus traditionnelle et sécurisée. Cherchant refuge contre le ressenti lourd et une aveuglée qui passe entre ses parents, Souliane se retire dans le bureau familial pour dessiner et travailler sur son portfolio. Mais alors qu'elle fouille dans un tiroir de vieux papiers à la recherche d'une règle propre, ses doigts s'effleuillent un document cogné inconnu caché devant une balle de feuillet danseur. C'est un copie carbone d'un formulaire de déclaration d'Antoine, le type même de document utilisé dans le plan d'importation illégale qui a détruit le restant de Jonathan. Et alors que Souliane déplie le papier, son souffle se coupe dans sa gorge, non familial, son épuisement physique reflétant en profonde erreur psychologique. Il a désespéré de voir que sa famille agisse comme une forteresse morale contre le cauchemar qui englobe sa vie, mais il traverse le seuil vers un champ de bataille domestique où le sol a déjà été fondamentalement miné par la manipulation. Le premier coup ne vient pas d'un ennemi, mais de la fondation morale même de la famille, les grands-parents. Alors qu'Adriano, durant le salon faiblement éclairé, il trouve son grand-père, dont la santé physique déclinante et l'état cognitif fragile le rendu de plus en plus dépendant de la stabilité de ses descendants, assis bien droit dans son fauteuil préféré avec une posture inhabituellement rigide. Sur la petite table en bois à côté du vieil homme repose une boîte de cigares coûteux importée et une carte de visite embossée avec écriture dorée nette. Le cœur d'Adrien tombe dans son estomac alors qu'il dit le nom, Miguel. Alors qu'Adrien passait sa journée à méditer des droits de visite à la prison et à endurer l'humiliation du refus de son ami, Miguel, le véritable architecte du plan d'importation criminelle et l'homme qui a falsifié les documents juridiques qui ont piégé Jonathan étant propriétaire unique de la contrebande, avec un chaussintin envoyé indécent stéréo dans ce des sautiers. Le garde, parlant avec l'indifférence mécanique d'un homme qui voit des fraternités brisées tous les jours, fait glisser la carte d'identité d'Adrien sur le comptoir enverraillé et se détourne. Le poison du soupçon a déjà traversé les murs de la prison. Derrière les barreaux de fer, Jonathan est assis dans le noir. Son esprit rejoint fiévreusement chaque décision financière, chaque mot de passe partagé et chaque conversation privée, devenant lentement convaincu que le tuyau anonyme aux autorités n'aurait pu venir que de quelqu'un qui connaissait l'architecture intime de leur entreprise. Et en dehors de ces murs, des influences invisibles et calculatrices travaillent déjà sans relâche pour s'assurer que chaque miette de toute conduit le regard de Jonathan directement vers Adrian. Alors qu'Adrian reste paralysé sous la pluie devant le centre de détention, une transaction émotionnelle bien plus insidieuse a lieu au risque calme de la ville. Nous portons notre attention sur Dorian, un jeune homme dont toute l'identité a été déformée par des années à vivre dans la pénombre de la célébrité télévisée de son frère. Désespéré de prouver sa propre valeur et consumé par une jalousie bouillonnette et indicible, Dorian ne voit pas les fondements de la vie de Jonathan comme une tragédie à pleurer. Inconsciemment, il le voit comme une opportunité, un déplacement de plaque tectonique qui déstabilise enfin le piédestal doré sur lequel Adrian a toujours été. Dans un café faiblement éclairé loin du quartier familial, Dorian est assis en face de Itana, l'ex-petite amie de Jonathan. Le paysage émotionnel entre ces deux-là est extraordinairement fragile et dangereux. Itana est sous le choc de l'arrestation de Jonathan, son chagrin et sa confusion la rendant profondément vulnérable à quiconque propose un narratif qui donne un sens au chaos. Dorian se penche sur la table, sa voix abaissée sur un ton de préoccupation intime et protective qui masque brillamment l'ambition et l'envie qui motive ses actions. Il n'accuse pas ouvertement son frère, cela serait trop maladroit, trop évident pour une manipulation si sophistiquée. Au lieu de cela, Dorian propose des soupirs calculés, des pauses hésitantes et des demi-vérités soigneusement construites sur la rapidité avec les conseillers juridiques d'Adrien avaient agi pour protéger ses revenus télévisés. Quelques jours après l'arrivée de la police. Il exploite les blessures émotionnelles persistantes d'Itana, se tissant dans sa confiance touffant simultanément les fractures au sein de sa propre famille. À chaque contact réconfortant de la main d'Itana, Dorian reçoit une puissance uniforme de validation, ignorant avec bonheur le coup moral profond de sa séduction. Pendant ce temps, le sanctuaire domestique de la maison familiale se désintègre sous son propre poids silencieux. Nous observons Marcos et Liz se déplacent dans la cuisine comme deux fantômes condamnés à hanter le même espace physique sans jamais vraiment se toucher. La déconnexion émotionnelle qui a systématiquement remplacé la mort dans leur mariage n'est plus seulement un chagrin privé, elle est devenue une pression atmosphérique oppressante qui remplit chaque pièce de la maison. Lorsque Marcos tente de parler de désastre qui s'est abattu sur Adrian et Jonathan, Liz répond avec une prise glacée et détachée qui coupe plus grossement que n'importe quelle insulte criée ne pourrait juste faire l'accomplir. Cette profonde paralysie conjugale laisse leur fille, Souliane, naviguer dans une maison déformée de sécurité émotionnelle ou de conseil. Souliane mène sa propre bataille désespérée, le temps pour forger sa propre identité artistique et échapper au poids étouffant des attentes familiales qui exigent qu'elle se conforme à une voie plus traditionnelle et sécurisée. Cherchant refuge contre le ressenti lourd et une aveuglée qui passe entre ses parents, Souliane se retire dans le bureau familial pour dessiner et travailler sur son portfolio. Mais alors qu'elle fouille dans un tiroir de vieux papier à la recherche d'une règle propre, ses doigts s'effleurent de rien de que ces monstrueux feuillets d'entente. C'est un copie carbone d'un formulaire de déclaration d'Antoine, le type même de document utilisé dans le plan d'importation illégale qui a détruit le restaurant de Jonathan. Et alors que Souliane déplie le papier, son souffle se coupe dans sa gorge, l'écriture sur la marge n'appartient pas à Adrian, et elle n'appartient pas non plus à Zohakan. C'est un artefact de trahison inamiable et viscéral caché en plein corps de leur Saint-Clair, et les initiales griffonnées autour du papier menacent de briser les toutes dernières traces de son innocence. Partie 2. L'artefact des ombres et la fracture du sang. La transition de l'après-midi au soir n'apporte aucun soulagement à la chaleur étouffante cubaine. Au lieu de cela, l'humidité s'épaisse, transformant la vie dans un couple claustrophobe où les sucres supprimés non plus de ses rayons endormis troc. La véritable brillance de ce drame réside dans son refus de s'appuyer sur des caricatures. Au lieu de cela, nous observons des êtres humains ordinaires et profondément imparfaits prenant des décisions catastrophiques motivées par la serpie, la peur et le besoin désespéré de préservation de soi. Alors que le crépuscule tombe sur le malécon, Adrien revient faire à l'appartement familial, son épuisement physique reflétant une profonde erreur psychologique. Il a désespéré de voir que sa famille agisse comme une forteresse morale contre le cauchemar qui englobe sa vie, mais il traverse des seuils vers un champ de bataille domestique où le seuil a déjà été fondamentalement miné par la manipulation. Le premier coup ne vient pas d'un ennemi, mais de la fondation morale même de la famille, les grands-parents.
Alors qu'Adrian entre faiblement éclairé, il trouve son grand-père, dont la santé physique déclinante et l'état cognitif fragile lui ont rendu de plus en plus dépendant de la stabilité de ses descendants, assis bien droit dans son fauteuil préféré avec une posture inhabituellement rigide. Sur la petite table en bois à côté du vieil homme repose une boîte de cigares coûteux importés et une carte de visite embossée avec écriture dorée nette. Le cœur d'Adrian tombe dans son estomac alors qu'il dit le nom, Miguel. Alors qu'Adrian passait sa journée à Mendy Détroit de visite à la pression et enduré l'humiliation du refus de son ami, Miguel, le véritable architecte du plan d'apportation criminelle et l'homme qui a falsifié les documents juridiques qui ont piégé Jonathan étant propriétaire unique de la contrebande, un chaussintin offert d'essence terreux sur un chaussintier. Lieupeard, parlant avec l'indifférence mécanique d'un homme qui voit des fraternités brisées tous les jours, fait glisser la carte d'identité d'Adrien sur le comptoir en verre rayé et se détourne. Le poison du soupçon a déjà traversé les murs de la prison. Derrière les barreaux de fer, Jonathan est assis dans le noir. Son esprit rejoint fiévreusement chaque décision financière, chaque mot de passe partagé et chaque conversation privée, devenant lentement convaincu que le tuyau anonyme aux autorités n'aurait pu venir que de quelqu'un qui connaissait l'architecture intime de leur entreprise. Et en dehors de ces murs, des influences invisibles et calculatrices travaillent déjà sans relâche pour s'assurer que chaque miette de toute compture regarde Jonathan directement vers Adrian. Alors qu'Adrian reste paralysé sous la pluie devant le centre de détention, une transaction émotionnelle bien plus insidieuse a lieu dans les coins calmes de la ville. Nous portons notre attention sur Dorian, un jeune homme dont toute l'identité a fait déformer par des années à vivre dans la pénombre de la célébrité télévisée de son frère. Désespéré de prouver sa propre call-off et consumé par une jalousie bouillonnante et indicible, Dorian ne voit pas l'effondrement de la vie de Jonathan comme une tragédie à pleurer. Inconsciemment, il le voit comme une opportunité, un déplacement de plaques tectoniques qui déstabilise enfin le piédestal doré sur lequel Adrian a toujours été. Dans un café faiblement éclairé loin du quartier Fabignol, Dorian est assis en face de Itana, l'ex-petite amie de Jonathan. Le paysage émotionnel entre ces deux-là est extraordinairement fragile et dangereux. Itana est sous le choc de l'arrestation de Jonathan, son chagrin et sa confusion la rendant profondément vulnérable à quiconque propose un narratif qui donne un sens au chaos. Dorian s'épanche sur la table, sa voix abaissée sur un ton de préoccupation intime et protective qui masque brillamment l'ambition et l'envie qui motive ses actions. Il n'accuse pas ouvertement son frère, cela serait trop maladroit, trop évident pour une manipulation si sophistiquée. Au lieu de cela, Dorian propose des soupirs calculés, des causes hésitantes et des demi-vérités soigneusement construites sur la rapidité avec les conseillers juridiques d'Adrian avait agi pour protéger ses renies télévisées, quelques jours seulement après l'arrivée de la police. Il exploite les blessures émotionnelles persistantes d'Itana, se tissant dans sa confiance touffant simultanément les fractures au sein de sa propre famille. À chaque contact réconfortant de la main d'Itana, Dorian reçoit une poussée uniforme de validation, ignorant avec bonheur le coup moral profond de sa séduction. Pendant ce temps, le sanctuaire domestique de la maison familiale se désintègre sous son propre poids silencieux. Nous observons Marcos et Elise se déplacent dans la cuisine comme deux fantômes condamnés à hanter le même